Donc moi, effectivement, je suis coach de vie, sauf que c'est ma seconde vie. On a 2 vies. La deuxième commence quand on se rend compte qu'on n'en a qu'une. Et moi, je vais vous faire part de ma deuxième. Je suis coach de vie depuis un cancer du rein. Alors, un cancer du rein, il faut le faire. Parce que quand on m'a annoncé ça, forcément, j'ai fait comme tout le monde. J'ai sauté sur un moteur de recherche. J'ai tapé cancer du rein. Et au milieu de tout, j'ai vu, ça concernait des hommes de plus de 50 ans, avec comme élément, on va dire, défavorable, l'alcool, le tabac et l'obésité. Je crois que j'ai tout bon. Homme, ok. Plus de 50 ans, on ne demande pas l'âge à une dame. L'alcool, je ne bois pas une goutte, même pas de vin, et je trempe les lèvres dans du champagne. Le tabac, je ne fume pas, et je suis enfant de parents non-fumeurs. Mes grands-parents, je ne sais pas. L'obésité, bon ok, j'ai peut-être quelques kilos en trop, mais il ne faudrait peut-être pas abuser. Donc j'avais tout bon. Alors je me suis dit, bon, on va essayer de trouver un bon point sur ça. Et j'ai eu besoin de trouver un sens à ça. Mais je me suis dit que moi, ce que je vivais, ce que j'avais vécu, ce que j'avais traversé, il y avait forcément d'autres personnes qui l'avaient aussi vécu. Et très égoïstement, je me suis dit que ça pouvait être une très bonne psychothérapie de me sortir de mon propre nombril et d'aller voir ailleurs ce qui se passait. Mais avant ça, je vais vous faire part un petit peu de mon esprit torturé. Le dieu cancer a accepté l'offrande de mon rein. C'est par ce texto que j'ai informé mes proches du résultat de la biopsie de mon pamplemousse. Mon pamplemousse, alors ouais, tout le monde sait ce que c'est, hein. Sauf que moi, c'était le petit nom que j'avais trouvé à une tumeur de 8 cm de diamètre qui avait entièrement bouffé mon rein. Donc je suis légèrement déséquilibrée, mais j'en ai plus qu'un. Et pour la petite anecdote, demain, dimanche 23 octobre, ce sera les 1 an de la table d'opération. Voilà, donc pour moi c'est une connotation aujourd'hui assez forte, parce que dans quelques heures, je rentrerai à l'hôpital. Alors, on va essayer, moi je vais essayer de garder mes larmes, mais alors je vous garantis franchement rien. Du coup, comme je vous l'ai dit, il fallait que je trouve un sens. Donc, pourquoi est-ce que j'ai cherché à aller voir ce que d'autres personnes avaient vécu, ce qu'elles avaient ressenti, pourquoi? Bon, parce que déjà, on est très égoïste à la base, on dit non mais je peux pas être toute seule. Il n'y a pas que moi, forcément. Et c'est ma propre thérapie. On cherche aussi le pourquoi moi. Hein. Pourquoi moi et pas le voisin, c'est pas juste. Forcément, on cherche. On a aussi besoin de trouver un sens toujours. Parce que du coup, ce sens, il y a 2 façons de s'en servir. Et moi, j'ai choisi de le transformer de façon totalement positive. Et je voulais donc apporter quelque chose. Et que ça m'apporte, mais que ça apporte aussi aux autres. Et puis là, il y a une femme qui, pour moi, est d'une importance extraordinaire. C'est mon amie. Et oui, ma bichette, c'est toi. C'est Elisabeth. Dans la vie, on a des moments où on a besoin d'un support. Et bien moi, ma béquille, ça a été elle. Nos déjeuners, nos échanges, sa fusion. Si je suis là aujourd'hui, dans le boulot que je fais aujourd'hui, c'est grâce à elle. Voilà. Et puis du coup, à la PAC, j'y ai trouvé une écoute avec tous ses membres. Je me souviens d'une réunion avec Patricia, avec Corinne, où elles étaient toutes là autour de mon projet, à savoir comment on pouvait le mener, comment on pouvait le développer. Des femmes, toujours, encore, sur des projets et pour faire avancer. Et mesdames, vous m'avez fait énormément avancer. Donc j'avais ce projet, qu'est-ce que j'allais y trouver? Alors là, c'était la grande inconnue. Et là, j'avais préparé un truc absolument super. Je vais vous faire un numéro de plaquette à la place. Hein? Alors on va le faire, mais du coup sur un microcosme. On va voir si ça marche ou pas. Donc là, c'est le moment d'exercice pratique.
Au moment, vous savez, où on fait un léger mouvement du cou, vous réchauffez un peu les muscles, voilà, vous vous réveillez tout doucement. Et mon exercice, c'était, mais faites-le s'il vous plaît, pour me faire plaisir. Regardez sur votre gauche, la personne qui est à votre gauche. Allez-y. Ouais, bon, vous, ça marche. Donc sur la droite, vous, ça ne marchera pas non plus. Voilà. Merci de me montrer que mon exercice est pourri. Et du coup, c'est pour que vous puissiez prendre conscience de la personne qui est à côté de vous et vous intéresser et vous interroger, vous voyez les lapsus, vous interroger, savoir si vous êtes vraiment intéressé à la personne qui est à côté de vous. Si vous la connaissez vraiment dans ce qu'elle a vécu, dans ce qu'elle a traversé et dans ce qu'elle a ressenti. Et moi, c'est ça qui me passionne. Vous savez, quand j'ai commencé à préparer cette intervention, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je leur sors des statistiques? Je me suis dit, non mais c'est stupide. On est sur un colloque lié au cancer, forcément les statistiques, on va les exploser. Par contre, je suis tombée sur un chiffre, je dois être un vrai calvaire, je suis tombée sur un chiffre qui, moi, m'a passionnée. 3 millions de personnes en France ont survécu à un cancer. Waouh, 3 millions. Il y a 3 millions de personnes qui ont survécu et qui ont leur expérience à nous faire partager. Je ne suis pas médecin, mais j'ai tellement à apprendre de ces personnes. Elles pourraient m'apporter tellement. Elles pourraient apporter tellement aux autres. Et vous allez voir pourquoi. Et donc, c'est pour ça que je voulais aller au-delà du témoignage exemplaire. Celui qui sert tel ou tel service, celui qui sert tel ou tel protocole. Non, moi je voulais vraiment comprendre la personne et ce qu'elle avait traversé dans sa pluralité, dans la complexité de l'être humain, dans son ressenti, dans son expérience et dans son humanité. Et c'est ça qui, moi, m'a intéressée. Du coup, c'est vrai que je me suis posé des questions. On m'en a posé aussi. Et la première, c'était pourquoi témoigner? Alors, vous avez des gens comme moi, très égoïstement, pour soi. Après, les jours, les mois font que c'est plus que pour soi. J'ai quelqu'un qui l'a fait pour se rendre compte, pour accepter, pour... Le témoignage lui a apporté d'accepter de se considérer en malade, en victime. J'ai quelqu'un qui l'a fait pour témoigner pour les autres malades, en espérant que ça puisse servir. J'ai quelqu'un qui l'a fait pour préparer son après-soi, parce qu'elle était bien consciente qu'elle avait plus de jours derrière elle que devant elle. Quelqu'un l'a fait pour les proches, les aidants, en se disant que si elle pouvait donner une petite goutte d'explication à comment fonctionne le malade et à quoi il pense, c'était toujours ça de gagner pour les aidants qui ne le vivent pas et qui ont du mal à le comprendre. Mais il y en a tellement d'autres des raisons. Vous-même, vous pourriez avoir votre pourquoi. Pourquoi témoigner? Je vous rassure, c'est quelque chose de très difficile. J'ai parfois du mal à réussir à convaincre les personnes à passer le pas. Et comment j'essaye de convaincre les personnes à passer le pas? Par un appel téléphonique. Tout se fait les premiers temps sur un appel téléphonique. Et moi, je l'adore, ce dicton. Vous n'aurez jamais une deuxième chance de faire une première bonne impression. Et moi, ma première bonne impression, elle ne se fait pas sur le physique, elle ne se fait pas sur le tactile, elle se fait par la voix, à travers un combiné. Eh ben, c'est pas facile, hein? Voilà. Et j'ai tout eu. Tout. Du bon, du mauvais, des personnes qui ont accepté, se sont rétractées, des personnes qui ne savaient pas, et puis parfois il y a des pépites. Une personne qui vous appelle en disant « j'ai pas beaucoup de temps » et vous raccrochez 20 minutes plus tard. Et bien régulièrement ce sont ces personnes-là, donc on ne calcule pas. Soit vous avez envie, pas. Parce que forcément c'est à moi que vous vous confiez, et il faut que vous puissiez me faire confiance. Je vais vous faire partager quelques-unes de mes expériences et quelques-uns de mes échanges d'expériences. Si vous voulez, témoignage de vie, il est basé sur un principe simple. Je pose les mêmes questions à tous les témoignants. Ce qui est intéressant, c'est de voir les réponses différentes.
Donc pour chacune des questions que je pose, je vais vous lire un petit passage de témoignage de chacun. Alors celle-là, vous voulez bien jouer avec moi? Allez, comment s'est passée l'annonce? Alors j'ai beaucoup d'autodérision, voilà, j'espère que ça vous plaira aussi. Réponse A, debout. Réponse B, devant une porte. Réponse C, le médecin n'a pas trouvé les mots. Réponse D, par courrier. Réponse E, je ne m'en souviens plus. D'après vous, qu'est-ce qui ressort des témoignages? Le E. Donc, je ne m'en souviens plus. Quoi d'autre? Le C, médecin n'a pas trouvé les mots, effectivement, assez régulièrement. Ensuite, D, donc je ne m'en souviens plus. Non, par courrier. Ça, c'est moi. Ensuite, eh ouais, toutes. Elles sont toutes vraies. Et du coup, moi, je suis tombée des nues. Je ne pensais pas que poser une question aussi anodine allait avoir des réponses, aussi aberrantes. Mais elles sont très régulières et elles marchent toutes. Du coup, je ne sais même pas si oui, je crois que je vous ai préparé. Il me semble que je me suis mis une petite note sur une annonce justement qui m'avait marquée. Alors, je vais vous faire part de l'annonce d'une témoignante. Donc, je lui demande comment s'est passée l'annonce du cancer du sein, son premier cancer. Je pense qu'on est tellement perdu dans l'annonce que je ne m'en rappelle plus vraiment. Je sais que c'est le radiologue, après la biopsie, il m'a fait entrer dans son cabinet, a fermé la porte, et encore debout m'a annoncé « Bon ben voilà, c'est pas bon ». Je ne me souviens plus des mots. C'est à la fois brutal, ça a duré 3 minutes montre en main, et en même temps je m'interroge et me demande si l'annonce faite autrement aurait été bien. J'ai besoin d'intérioriser les choses. Du coup, le fait que très vite je me retrouve seule dans ma voiture avec l'annonce à gérer n'était pas plus mal. Sauf que cette personne, elle a eu une deuxième annonce de cancer, 1 an après. La deuxième annonce, je lui demande donc comment s'est-elle passée? Un peu pareil et un peu mieux en termes de confort. J'avais des douleurs suite à un effort sportif. Mon médecin traitant déclenche des examens pour rechercher de l'ostéoporose, conséquence de la précédente chimiothérapie. Quand je vais chercher des examens, le médecin me dit « Comme vous vous en doutez, c'est cancéreux ». En fait, non, je m'en doutais pas du tout. Mais comme nous ne sommes que répartis, je lui ai répondu oui. L'annonce était trop forte et trop violente. Il faut donner le change. Arrivée dans la voiture, j'ai fondu en larmes. Je vous ferai grâce des autres. La question ensuite que je pose, c'est qu'avez-vous ressenti face à cette annonce? Alors il y en a une que j'adore. C'est celle de Laure. Et Laure, elle m'a dit « C'était pas mon petit ». Alors que je vous explique le schéma. Laure est maman de 2 enfants. L'un des 2 est né avec un handicap et une malformation extrêmement rare. Du coup, tout le long de sa vie de maman, elle a vécu au rythme des annonces, des hospitalisations, des peurs, des craintes pour son petit. Il a 30 ans, elle l'appelle toujours son petit. Et du coup, cette fois-là, elle n'avait pas besoin de culpabiliser en tant que mère. Elle n'avait pas besoin de se dire pourquoi lui et pas moi, parce que c'était elle. Et la seule chose qu'elle a eue comme ressenti face à son annonce, c'est moi. Je ne vois pas réagir. Ok, pas grave. Moi, je trouve ça d'une force incroyable. Mais c'est dans le cœur. Ça va alors. Sincèrement, mon rôle, c'est de vous chambouler. Hein. Je l'avoue, je l'assume. Je vais vous en lire une autre. Et celle-là, parce que celle-là aussi, elle est incroyable. Oui, ma Corinne. Elle là, voilà. Et j'ai une autre témoignante, quand je lui ai demandé comment elle s'était ressentie,
elle m'a donné une phrase, donc je vous donne le contexte. Un début donc, du cancer du col de l'utérus. Et pour le schéma, elle essayait de tomber enceinte, et donc c'est un check-up qui a révélé ce cancer du col de l'utérus. Et quand je lui demande comment elle a réagi, comment elle a ressenti cette annonce, sa réponse c'est « Je me sentais pourrie avant d'avoir servi ». Comment l'avez-vous annoncé à votre entourage? Allez, je vais faire un peu d'humour, je remonte un peu le moral. Alors, navré pour le super maman, mais je constate deux choses depuis ces derniers mois. La première, c'est qu'il semblerait que le témoignage des femmes soit plus doué. Je n'ai pas un seul témoignant homme. Alors, qu'est-ce qu'il faut en déduire? J'en sais rien. Par contre, je ne suis pas sexiste, hein. J'accepte les messieurs. Hein. Donc ceux qui voudraient bien apporter leur pierre à l'édifice, j'accepte. Mais du coup, comme j'ai eu essentiellement des femmes, sur le thème « Comment vous avez annoncé à vos proches ?» j'ai eu deux pôles. L'annonce aux enfants. Alors je vous rassure, il n'y a pas de mode d'emploi. On a autant d'annonces que de mamans. Et un point, moi, qui m'a marqué, je ne m'y attendais pas du tout, l'annonce à la mère. Alors, moi, je l'avais vécu. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai dû dire à ma propre mère, lâche-moi, c'est mon cancer. Mais je ne m'attendais pas à ce que les autres le vivent aussi. Alors, mesdames et petits il y aura peut-être un sujet à faire là, sur la gestion de la mère par rapport au cancer. Une piste. Voilà. Et je vais vous lire pareil, hein. Je ne vais pas vous laisser comme ça, je vais vous faire part de ce qu'on dit. Hop, on retourne, on y va. La gestion de la maman. Alors là, je peux vous assurer que c'est une longue histoire. On y va. Donc, une témoignante me confie. Quant à ma mère très difficile. Il a fallu que je gère ma mère, que je fasse la psy de ma mère, que j'encaisse ses émotions en plus de devoir gérer les miennes, que je fasse attention à elle en plus de devoir faire attention à moi. Cela a été très, très lourd. Elle était omniprésente tout le temps, à me demander comment cela allait, me dire de ne pas en faire trop. Elle appelait tout le temps, aux heures précises des examens, voulait avoir toutes les évolutions des résultats. Ça a été d'autant plus dur que lorsque j'exprimais ces difficultés, mes sœurs me renvoyaient le traditionnel « C'est dur pour une maman d'avoir sa fille qui a un cancer du sein. Tu pourrais faire attention à elle quand même. » Halte, c'est moi qui ai un cancer du sein. C'est moi qui suis malade. C'est ma maladie. C'est à vous de faire attention à moi. Je ne suis pas censée vous ménager. J'en étais arrivée à un point où j'avais une véritable répulsion envers ma mère. Je ne supportais plus ses bisous, ses câlins. Je ne voulais plus qu'elle s'approche de moi. Elle était devenue une intrusion, c'était une invasion. Bon, je vous rassure, avec le temps, elles ont appris à gérer. Hein. Mais bon, voilà. Vous en voulez un autre? Oui. Allez, on y va alors. Hop. Ah, celle-là, elle est intéressante parce que du coup, donc, la patiente a plus de 50 ans, donc la maman, elle en a plus de 80. Donc c'est intéressant aussi d'avoir ça au fil des âges. Ma maman a 84 ans. Cela a été très complexe. On oscillait entre le « tu me dis rien »,« tu me caches tout », avec une anxiété importante et un comportement frôlant le déni. Je sais que maman ne le supporte pas. Sa surdité lui permet d'entendre ce qu'elle veut, quand elle veut. J'habite dans le même immeuble que ma mère. Lorsque je n'ai pu faire autrement que de l'informer d'un examen, je vais la voir dès que je rentre pour la rassurer. Elle agit comme si de rien n'était. Je rentre me doucher et à peine sous la douche, ma mère arrive, sous des prétextes plus farfelus les uns que les autres. Elle a besoin de me voir, de se rassurer. C'est ma maman qui tète. Je l'aménage tant que je peux, mais cette gestion demande de l'énergie. En plus, je suis habituée à être beaucoup seule en journée avec mes habitudes. Le mari, les enfants au milieu, je sais les gérer. Maman, c'est plus dur. Est-ce que je vous en ai encore une? Oui. J'ai fait des addicts. Ah oui, alors celle-là, donc j'ai une témoignante qui a eu un cancer, et quand je lui demande donc la relation avec sa maman,
elle me dit qu'elle s'est projetée, puisque son propre père, donc son père à elle, le mari de sa mère, est lui aussi décédé d'un cancer. Donc je lui dis, bon, ça signifie que votre maman a vécu 2 annonces de cancer. Et elle me répond, en fait 3 avec le sien. Et elle m'explique. Au départ, je ne lui ai pas dit. Quand j'ai été opérée, je lui ai dit qu'on m'avait fait la totale. Ce terme est connu de ma mère, cela représentait un nettoyage des organes internes. Appétissant. Je ne lui ai annoncé qu'au moment de la radiothérapie, accompagnée de mon frère, pour expliquer le nouvel arrêt de travail, la fatigue. On a cherché les bons mots, les bonnes attitudes. Lors de l'annonce, j'étais bien. Du coup, elle s'est fait moins de soucis. Mais je sais qu'elle s'en fait. Le tempérament de ma mère à mon encontre s'est modifié. De nature, pète sec, elle me ménage à présent et se défoule sur mon frère. Tant mieux pour elle, mais dommage pour Frangin. Qu'est-ce que je vous mets? T'as le Sulanon. Allez, je vous fais passer, parce que j'en ai encore plein comme ça. Je vais vous marteler pour vous faire comprendre ce que peut nous apporter justement cet échange d'expérience. La question suivante, c'est quelle a été l'expérience la plus violente? Je vais vous en donner une et je ne vais pas avoir besoin de me lire si c'est la mienne. Avant les opérations, vous avez la case chirurgien et anesthésiste. Chirurgien, c'est fait. Du coup, j'ai rendez-vous chez l'anesthésiste. Je vous plante le cadre. C'est les vacances scolaires. Mon mari est de garde. Je suis donc avec mes enfants. Mon dernier a 5 ans. Je rentre dans un cabinet. Je vais vous faire les gestes, parce que ça m'aide. Une banque remplie de monde. Une secrétaire complètement affairée, complètement affolée. Je ne sais toujours pas pourquoi. J'arrive. J'ai toujours mon pull, mon sac, mon petit à la main. Elle me demande mon dossier d'hospitalisation. Je le lui donne. Le seul papier qu'elle en sort est le devis du chirurgien. Et avec ce devis de chirurgien, indiquant donc le dépassement d'honoraires, elle m'édite le propre devis de dépassement d'honoraires de l'anesthésiste, en me disant « Merci Tignamba ». Bonjour. Je dis « Bon, d'accord ». Donc je signe. Ah, et puis tant qu'on y est, je vais vous faire payer la consultation, comme ça c'est fait. Je ne suis pas encore entrée dans votre salle d'attente. J'ai dit, non mais attendez, vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de faire? Parce que j'ai un peu ce tempérament-là, quand même un peu râleuse. Ah ben vous savez, c'est les règles. Oui, vous choisissez de les appliquer. Je dis, je ne suis pas encore entrée dans votre salle d'attente, vous me coûtez déjà 300 €. Et là, ce qui a été pour moi l'extrême violence, ça a été de me rendre compte que le cancer, c'était aussi un business. Alors, tout ce que je dis est politiquement incorrect, mais je l'assume parfaitement. Et ce cancer, moi, il m'a coûté toutes mes économies. Mais ça, c'était ma violence à moi. Mais j'en ai d'autres à vous faire partager. Régulièrement, dans les témoignantes, puisque je vous rappelle que je n'ai que des femmes, elles me distinguent violence psychique et violence physique. Régulièrement, dans la violence psychique, il ressort la gestion de la maman, l'annonce. Une des témoignantes m'a dit que c'était un tsunami sur sa tête. Et sur la violence physique, j'ai un témoignage qui est assez intéressant. Je vais vous le lire. Quant à la violence intérieure, le grand coup dans la gueule, ça a été à l'arrêt des rayons. On vient de finir le protocole. On est renvoyé chez nous avec un cachet à prendre seul chez soi. On est la tête dans le guidon, dans le suivi de ces rendez-vous qui empêchent de réfléchir, surtout quand j'ai continué de travailler durant toute cette période d'un non-traitement. Ma vie était donc assez chargée. Et d'un coup, du jour au lendemain, un médecin vous dit « Prenez l'hormonothérapie et vous revenez dans 6 mois ». Allez, je vais essayer quand même de mettre un peu de gaieté, parce que oui, il y en a. Et je finis régulièrement, du coup, mes recueils de témoignages par « Est-ce que vous avez une anecdote plus légère ?» Alors, je vous ai mis ça là tout parce que celle-là, elle est connue, et puis au moins, on sait de quoi on parle. Et bien oui, il y en a. Tout le monde en a. Tout le monde
parce que l'être humain, il a besoin de ressortir le meilleur d'une situation et finir un entretien par ça, du coup, voilà, on enlève, on pose les mouchoirs, et puis on finit par quelque chose d'assez sympa. Et je vais vous lire, mais alors, tout ce que j'ai. Comme ça, vous m'en voudrez pas de vous plomber le moral. Alors, on y va. Je reprends mes petites notes. Alors, j'en ai une. À notre entrée dans le cabinet de l'oncologue, le médecin avait la tête baissée dans un de ses tiroirs de bureau à chercher je ne sais quoi. Sans lever la tête, il nous interroge. « Vous savez pourquoi vous êtes là ?» J'ai cru que mon époux allait sauter par-dessus le bureau et lui mettre la tête dans le tiroir. Pour calmer mon mari, j'ai tenté l'humour. Oui, bien sûr, j'ai adopté un petit animal, un crabe. Mais avec ce crabe, nous ne nous entendons pas très bien. Le médecin est sorti de son bureau en se proclamant l'homme de la situation en tant que dresseur de crabes. J'avais réussi à désamorcer la situation. Pleure pas, Ellie. Tu veux un mouchoir? J'ai la trousse de secours. Hein. Alors, il y en a une autre. L'explication des rayons à une patiente. Donc, elle ne connaît rien en technologie. Elle me dit que quand elle approche d'un ordinateur, l'ordinateur disjoncte. Et du coup, elle ne comprenait pas le système des rayons. Et elle me dit que ses enfants lui ont expliqué. Elle me dit, donc, ne comprenant pas le fonctionnement des rayons, mes enfants ont fait le comparatif avec le four à micro-ondes. Je me suis tout de même interrogée savoir si cela allait également me cuire. Et une dernière que j'adore. Donc là, la patiente, elle a une tumeur assez rare, si j'ai bien compris. Et donc, une fois qu'ils l'ont prélevée, donc je vais vous le lire. J'ai une tumeur inscrite au guide du routard. Ma tumeur, puisque rare, a été envoyée dans différents laboratoires en Europe. Par exemple, je sais qu'une partie de ma tumeur est à Amsterdam. Moi, je n'y suis jamais allée, mais une partie de moi y est. Je devrais peut-être faire un petit voyage. C'est comme si j'avais de la famille. C'est pas moi, c'est elle. Et le truc, c'est qu'elle n'est pas dans la pièce. Ça me chiffonne si elle devait venir. Donc c'est pas moi, c'est elle. Et voyez, elles sont extra, ces femmes. Elles sont géniales. Allez, je vous en sors une. Je vais voir si j'en ai encore une. Oui, j'en ai une. Attendez, je la retrouve. Celle-là aussi, elle est bonne. Alors, oui. Donc j'ai une témoignante qui me dit, l'anecdote la plus légère, c'est le fou rire impossible, celui qui est interdit. Vous savez, l'heure où après vous êtes sorti des soins intensifs, que vous arrivez dans votre chambre, que vous êtes un peu groggy, que vous êtes, en l'occurrence, elle était éventrée, et là, son frère et ses copains débarquent dans la chambre, tous ensemble, et se mettent dans la tête de la faire rire. Ils y arrivent super bien. Mais elle me dit, ça a été le moment le plus drôle et le plus douloureux de ma vie. Voilà. Et en plus, elle soupçonne son frère de s'être vengé parce qu'elle avait fait la même chose quelques années avant quand il était opéré de l'appendicite. Donc forcément, comme on est des êtres vivants qui recherchons une raison et un but, c'est ce qui sert aussi à se reconstruire, régulièrement, alors pas tout le temps, c'est en fonction de comment se déroule l'entretien, je demande ce qu'a apporté cette expérience. Alors moi, vous l'avez deviné, hein, j'ai changé de vie, j'ai changé d'alimentation, j'ai changé de job, je vous rassure, j'ai gardé le même mec. Alors, il était difficile d'en trouver un aussi bien parallèlement. Alors, qu'est-ce que ça a changé? Non, celui-là, je me le garde. Il faudra que vous lisiez le bouquin pour savoir. Hop. Alors, où est-ce que je suis? Voilà. Ah non. Excusez-moi, je cherchais quelque chose, mais je ne suis pas sur le bon site. Je vous laisse un peu de repos pour vous en remettre entre chaque. Alors, là, je vais vous faire part d'un témoignage qui est très fort. Juste après, vous saurez pourquoi, je vous expliquerai pourquoi, mais là, juste, je vous le dis. J'ai envie de croire, je pense, que l'expérience la plus extraordinaire a été de rencontrer des professionnels de tous bords et d'y avoir à chaque fois trouvé des pièces du puzzle de ma vie, ce que j'avais à comprendre. J'ai vécu 2 expériences de remontée dans des vies antérieures. J'ai travaillé en psychogénéalogie, en décodage biologique.
avec de la naturopathie, de l'énergétique, la totalité de tout cela, c'est l'extraordinaire. Ce cancer m'ouvre à moi. Je suis tellement heureuse d'apprendre à me connaître. L'expérience que je devais apprendre dans cette vie, c'est moi. Je vis cette expérience extraordinaire, mais en fait, c'est mon cancer, mon expérience extraordinaire. Un autre. Donc j'ai une autre témoignante qui me dit qu'elle a été tout de suite marquée par l'âge des nouveaux malades. Lors de mon protocole pour mon cancer du sein il y a 6 ans, j'ai été mise avec des patientes jeunes. J'aurais pu être la maman de nombre de patientes et trouver la raison de ma présence et de mon cancer pour les jeunes patientes. J'ai la sensation de contribuer à faire avancer les traitements. Next. Ah ouais, alors là, accrochez-vous. Hein. Allez, on y va. Au sein du couple, donc que vous apportez cette expérience, je vous rappelle. Au sein du couple, savoir que je pouvais compter sur mon compagnon, que bien qu'en état de choc, il était là, qu'il avait une grande capacité à encaisser, une sorte de loyauté partagée nous lie à présent. Profondément humaniste, doté d'empathie, cela ne m'a pas apporté une meilleure compréhension de l'autre. Je n'ai pas besoin de traverser toutes les épreuves pour mieux les comprendre. Mais peut-être une incarnation, une légitimité, une crédibilité au regard des autres. J'ai traversé, je peux comprendre, je peux accueillir avec légitimité. Ma stature auprès des autres est confirmée. Là c'était dur parce que quand on connaît le parcours de la dame, je vous assure que là, rien n'a envie à personne. Mais donc voilà, c'est bien pour vous prouver qu'on cherche tous un sens. Alors, là je vais vous passer une petite vidéo. Je ne sais pas du tout comment je suis dans le temps, s'il faut que je déborde sur les autres, je suis navrée. Je vais vous passer une petite vidéo, mais d'abord je vais vous expliquer pour moi qui est Pauline. Alors Pauline, c'est ma toute première témoignante. Du coup, j'ai un lien particulier avec elle. En plus de ça, je l'avais rencontrée 1 an avant, sur son premier cancer. Là, je la voyais sur le 2e. Donc, ce qui fait que pour moi, ça a quand même été plus facile quand il a fallu décrocher le téléphone et lui dire « Bonjour, je suis sur un projet, je cherche des témoignants ». Comme on se connaissait un petit peu, c'était plus simple. Par contre, ce que je n'avais pas prévu... Pauline, hop. Pardon, pas de souci. Par contre, ce que je n'avais pas prévu, c'est que ça allait totalement me bouleverser. Derrière ce témoignage-là, vu que je la connaissais, j'ai pas mis mes barrières professionnelles, j'ai pas fait le toréador, rien. Il m'avait fallu 15 jours pour m'en remettre. Voilà. Mais elle ne pouvait pas être là aujourd'hui, parce que Pauline est en stage de développement personnel. C'est celle qui fait un énorme travail sur elle, qui prend ce que son cancer et son expérience extraordinaire. Du coup, on s'est vu il y a 10 jours, et on a filmé un petit témoignage, un petit message qu'elle voulait vous passer. Alors Pauline, je sais que tu n'as pas pu être présente pour le colloque. Par contre, tu étais d'accord et tu souhaitais laisser un message. La première question, moi, c'est pourquoi as-tu accepté de témoigner ? Alors, pourquoi j'ai accepté de témoigner ? J'avais l'impression que c'était pour les autres. Parce que ça pouvait aider, parce que c'était transmettre quelque chose. Je me rends compte en fait c'est pour moi, c'est juste pour moi. Parce que quand je témoigne comme ça, ça mine de rien, ça laisse une trace de ce que je pense, de l'évolution que j'ai. Et du coup, ça me prouve à moi-même, c'est une façon d'une manière ou d'une autre de me prouver à moi-même de là où j'en suis. Et du chemin parcouru, ça me permet à moi d'avancer sur moi, en fait. Et justement, aujourd'hui, où en es-tu ? Où j'en suis ? J'en suis sacrément loin du point de départ. Tout a changé, de toute façon. Il n'y a plus rien qui est pareil. Je suis toujours moi, je suis toujours là, mais
j'ai transformé tout mon environnement. Et du coup, mon évolution à moi m'a permis de voir mon environnement différemment, de le transformer en tout cas dans ma vision de cette réalité qu'est mon environnement. Et qui changera encore parce que je compte continuer à avancer. Je sais d'ailleurs que tu as un projet. Oui, là justement, le projet, le prochain gros point sur lequel j'avance et qui bouge, c'est un projet professionnel qui me travaillait depuis un moment, pas forcément avec cette forme, en tout cas c'était une envie qui me poussait. Et là, je suis en train de construire un blog pour, au travers de mes expériences par rapport à ce cancer, peut-être donner envie à d'autres d'expérimenter d'autres façons de se soigner, de prendre soin d'eux, d'avancer dans leur vie, de vivre, tout simplement. De se rendre compte qu'on peut être maître de soi. Mais pas maître au sens je contrôle tout. Maître au sens j'ai conscience de qui je suis, de quelles sont mes barrières, de pourquoi je me mets ces barrières-là et de tous les possibles qui sont autour. Et voilà, l'idée c'est de montrer aux gens au travers de ce blog les étapes mine de rien par lesquelles moi je suis passée et donc que quelles que soient les personnes qui arrivent sur le blog, il y a toujours plus loin à aller voir. Donc voilà. Et puis que surtout donner envie d'être acteur de leur vie aux gens. C'est important. Parce qu'on est trop souvent avec l'impression de ne pas pouvoir faire grand chose alors qu'en fait le seul maître de tout c'est nous. Et si tu sais que donc, l'objectif de ce colloque c'est aussi de pouvoir trouver de nouveaux témoignants, qu'est-ce que tu pourrais dire à ceux qui hésitent pour qu'ils se décident à apporter leur témoignage sur le projet? J'avais peur de faire des vidéos et de me montrer. Regardez l'évolution. Je pense que même si on ne sait pas ce que ça nous apporte, ça peut apporter des choses. Et chacun y trouvera ce qu'il a besoin. Moi, ce que ça m'a apporté pour moi, ça apportera certainement pas les mêmes choses à d'autres. Mais dans cet objectif d'être acteur de sa vie, faut expérimenter. Il faut expérimenter et il n'y a qu'en faisant les choses qu'on voit si ça nous plaît, si ça ne nous plaît pas et ce que ça nous apprend. Et ne serait-ce que de savoir si ça ne nous plaît pas, c'est un apprentissage. Voilà. Merci Pauline pour cette leçon de vie. Merci. Elle est top, hein. Comprenez pourquoi j'ai une sensibilité particulière et pourquoi je me suis fait avoir la première fois et que je me suis effondrée comme une coquille. C'est pas, vous êtes toujours avec moi? Ouais. Jusque-là, vous trouvez ça comment? Trop bien. Ah, ouais, mais celles qui s'expriment sont pas objectives. Alors, la question que vous pouvez vous poser, forcément, c'est ces témoignages. Donc, déjà, j'ai encore du taf, hein, j'espère avoir encore plein de témoignages pour pouvoir alimenter ma base de données et puis l'année prochaine, vous donner rendez-vous pour de nouvelles expériences. Mais qu'est-ce que ça va devenir? Donc moi, dans mon esprit, ma toute première volonté, c'est d'en faire un livre. C'est d'avoir un recueil écrit avec vraiment ces témoignages et que chaque personne qui a envie d'y mettre le nez, y retrouve quelque chose, y trouve ou pas, mais pouvoir se donner la possibilité d'échanger. C'est effectivement une vraie réflexion, échange. Si en plus on peut filer quelques pistes au milieu médical, à la limite, faut être ambitieux dans la vie. Je voudrais que ça devienne un outil pédagogique. Alors, pourquoi je vous ai mis ça? Parce que mon objectif n'est pas de gagner ma vie avec ce recueil,
mais bien de trouver un sens à ce qui m'est arrivé et un sens à ce qui arrive aux autres. Donc si ça pouvait servir d'outil pédagogique pour les malades, les proches, les soignants, j'aurais eu raison et je serais très très heureuse. Et puis après, on s'est dit qu'effectivement, l'écrit c'était bien, mais il y a toute une part de la population qui n'est pas très très branchée lecture. Donc on est en train de réfléchir pour transformer ça en support vidéo. Donc essayer de capter. Alors bien sûr, le bonjour de Pauline que vous avez vu, il était prêt avec mon iPhone. C'est vrai qu'en qualité, c'est pas super. Donc voilà, on aimerait pouvoir prendre ces témoignages avec une vidéo de qualité, une belle lumière, et pouvoir s'en servir aussi de support, mais de support différent. Et mon moyen ultime, effectivement, c'est un moyen de communiquer autrement sur le cancer et les malades. Parce qu'avant d'être un malade et avant d'être un cancéreux, c'est une personne avec ce qu'elle a, ce qu'elle veut, ce qu'elle ne veut pas, ce qu'elle ressent, ce qu'elle pense. Et je vous assure que j'espère avoir réussi à vous montrer que c'était juste passionnant. Du coup, ça m'amène sur un appel à participation. Alors c'est ballot, j'espérais plein de monde dans la salle. Alors ceux qui sont là, vous avez intérêt à être hyper actifs, sinon je vais être super déçue. Donc je recherche des personnes ayant personnellement traversé une expérience de cancer afin d'échanger avec le monde. Vous avez vu, j'utilise plein de grands mots. Des personnes avec une bonne volonté, souhaitant apporter leur soutien au projet. Alors ce soutien, il peut être de différentes façons. Ça peut être un restaurateur qui accepte de nous accueillir pour qu'on puisse prendre les témoignages. Ça peut être quelqu'un qui maîtrise la vidéo que moi je ne maîtrise pas du tout et qui nous aide à faire les montages. Ça peut être un éditeur, un imprimeur qui nous dit « Moi je suis intéressé par votre projet, je vous propose de vous sortir les bouquins, je prends tout ». C'est quand on est nombreux que ça marche bien. Allez, je n'ai plus que pour 5 minutes. Alors j'ai une petite pensée pour Laure, qui n'est pas présente aujourd'hui. Son témoignage, je l'ai recueilli en mai 2016. En mai 2016, la première question qu'elle me pose quand on s'assoit, c'est « Ça, c'est votre métier ?» Eh bien, à l'époque, non. Mais elle ne se doutait pas qu'elle, plus toutes les autres, et tous les autres, ils allaient planter plein de graines. Et maintenant, c'est mon métier. Je suis trop fière. Et puis, ça m'a appris plein de choses sur moi. Il semblerait que j'avais déjà quelques affinités. Mais j'ai appris beaucoup de choses. Et notamment sur le langage du corps. La façon dont mes témoignants se comportent, comment ils se protègent. Je peux vous assurer que c'est passionnant. Surtout quand vous débriefez après le témoignage. Ensuite, moi, c'est... Merci pour la confiance. Donc, merci Corinne pour cette confiance, pour le micro, pour la PAC. Merci Elie. Et puis, merci à toutes les personnes qui m'accompagnent au quotidien, qui me soutiennent. Alors, je vous ai dit que je n'ai pas changé de mari, mais vu qu'il n'est pas présent dans la salle, je vais peut-être réfléchir à la question. Et jusqu'à présent, effectivement, c'est une aventure de femme. Alors, je ne pensais pas être féministe. Donc, messieurs, s'il vous plaît, faites-moi, montrez-moi que non, il y a aussi des hommes dans ce milieu. Donc, tout ça en conclusion, c'est pour vous dire que le projet, il se veut pédagogique, humain, humaniste, que moi, ça m'a apporté que je sais où est ma place, où est mon rôle, pourquoi je suis là et à quoi je sers. Mais maintenant, j'attends énormément de vous. Et je vous passe le relais. Bonne journée. Je pense que ce serait intéressant que vous alliez proposer votre nouveau métier et vos témoignages surtout au CHU. C'est-à-dire que là où les médecins sont formés, parce que je pense que la nouvelle génération est plus en accord et en adéquation avec l'évolution de la communication par Internet, par les blogs, par tout ça, et sont plus enclins aux nouveaux projets de s'intéresser aux patients avant tout. Donc eux, à mon avis, ont déjà une démarche plus gentille et plus humaine auprès de leurs patients
Et si vous arrivez à y toucher autant que vous m'avez touché, je pense que eux seront déjà, quand ils vont arriver dans leur vie professionnelle d'oncologue, qu'ils vont du coup pouvoir repenser à votre témoignage. Voilà, je pense que ce serait quelque chose à faire, à mon avis. C'est une excellente idée. Et puis en plus, comme ça, on manquerait des temps. C'est une très très bonne idée, absolument. Quelqu'un d'autre? Je tiens à te dire que la mère est très fière J'ai pas la trousse de secours, déconne pas. d'avoir soutenu ton projet, Oui. de t'avoir accompagné tout ce temps-là et de voir à quel point tu as fait quelque chose de joli, de complémentaire avec ce qu'on fait, de si humain, de si simple, de si vrai. C'est rare de rencontrer des gens comme toi et c'est rare d'avoir ce rendu-là par rapport à ce que tu peux donner aux autres. Donc merci beaucoup. Je tiens juste à dire que je suis entièrement